Aujourd'hui fait l'objet de négociations et d'achats fonciers pour maîtriser le foncier. Et là aujourd'hui, alors nous, Jeanne Bayargue, on a fait un gros travail d'analyse sur le bilan et vraiment notre volonté c'est de vous dire toute la vérité, de ne plus être dans le mensonge. Quand on nous dit que le sud de la voie ferrée ne sera pas construit, mais enfin ces cartes ne sont pas inventées, ce sont des cartes négociées, des cartes que tout le monde connaît. Et alors, vous voyez, les zones vertes, tu nous en diras un mot tout à l'heure, sur les zones vertes. Moi, ce que je pose comme question à Jacques Claude, qui est un spécialiste en hydrologie, ce que je lui pose comme question, est-ce que ces zones, disons, qui sont inondables aujourd'hui, on dit, mais regardez, c'est inondable, on ne peut pas construire. Est-ce que on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut réviser ces zones inondables? Jacques. Oui, bien sûr, donc c'est tout l'enjeu c'est tout l'enjeu donc des travaux qui sont envisagés et qui pour certains sont en route, hein, donc les travaux les plus nécessaires. Donc vous voyez peut-être mal sur la carte, mais ces zones vertes donc qui sont définies dans le PPRI, c'est-à-dire le plan de prévention contre les risques d'inondation, indique donc les zones susceptibles d'être inondées au cours d'une crue centennale, c'est-à-dire qui se produit tous les 100 ans, enfin statistiquement tous les 100 ans, mais qui a donc une chance sur 10 de se produire dans les 10 années qui viennent. Donc on voit que ces zones soumises à inondation couvrent une très grande partie de la zone dite du Colombier, c'est-à-dire toute la zone qui est au sud de la voie ferrée. Donc, les travaux qui sont prévus et qui sont nécessaires si on veut se prémunir contre ce risque d'inondation, c'est premièrement d'agrandir les passages d'eau sous la nationale 113. Agrandir et abaisser le niveau auquel se font ces écoulements pour éviter les inondations qui se produisent à l'amont et qui sont provoquées uniquement par le fait que la nationale 113 est à un niveau supérieur aux rues qui sont à l'amont, c'est-à-dire essentiellement rue des Hameaux, rue des Amaryllis. Donc ça, c'est résoudre le problème d'inondation à l'amont de la 113. Pourquoi donc faire un bassin de rétention des crues à l'aval de la 113, dans la zone du lac? C'est bien évidemment pour protéger les zones aval. Si vous avez une machine à laver qui fuit dans votre cuisine et qu'elle inonde votre salle de bain, vous n'allez pas mettre des serpillières devant les portes-fenêtres de la chambre, vous allez mettre les serpillières à la porte de la cuisine, c'est clair. Donc c'est ce qui se passe ici. Et donc pour rendre ces zones constructibles, on les soustrait au risque d'inondation par la constitution d'un bassin de rétention. D'après les études, alors je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais j'insiste sur la pauvreté, la rareté des documents dont on a pu disposer pour faire cette étude. Les études qui ont été menées, préparatoires, d'avant-projet, etc., sont apparemment secrètes, elles doivent être bouclées dans un coffre quelque part, mais elles sont inaccessibles. Donc je me suis basé essentiellement sur les chiffres et les indications techniques qui sont contenus dans la déclaration d'intérêt général, qui reprennent donc, pour ce qui est des volumes d'eau, etc., les chiffres du PPRI, dont je rappellerai que ce PPRI n'est pas approuvé n'a pas fait l'objet d'une concertation, n'a pas été approuvé, il a été refusé par la municipalité, et donc depuis 2008, on est en panne sur la définition des zones inondables et surtout la négociation de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, un bassin de rétention, en gros, il y a besoin pour écrêter le maximum de crues et éviter les inondations à l'aval d'à peu près 120 000 mètres cubes secondes. Pas seconde, excusez-moi, 120 000 mètres cubes. 120 000 mètres cubes secondes, c'est le débit de l'Amazone.
Donc 120 000 mètres cubes à stocker pour une période sur une période relativement courte de 2 heures. Donc la solution, c'est effectivement de faire un aménagement paysager d'une dépression qui peut être traitée de façon très paysagère, environnementale et même pédagogique éventuellement d'une zone à sec pendant 90% du temps et peut-être remplie pendant un certain temps dans l'année. En complément de ça, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est de creuser, en plus de ces 120 000 mètres cubes nécessaires, de creuser 200 000 mètres cubes pour pratiquer les activités ludiques. Bon. Alors, je ne vais pas insister, je pense que André Vézinet a été suffisamment clair et surtout a parlé, a exprimé des choses de bon sens. Remplir un bassin creusé avec 200 000 mètres cubes d'eau brute, d'eau douce brute achetée à BRL, dont je rappelle que quand même le canal du Baronne a été fait pour développer l'irrigation dans l'agriculture et servir aux particuliers pour les jardins, ce qui est une bonne chose. Mais bon, ça fait quand même 200 000 mètres cubes qui ne sont pas utilisables ailleurs et qui sont une ponction sur une ressource en eau qui est de plus en plus rare et précieuse. Bon, en plus, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire, ça oblige donc à avoir un bassin dont le fond est imperméabilisé parce que sinon on touche la nappe phréatique avec les risques de pollution. Et ce bassin, il faut compléter tous les ans les volumes évaporés par l'achat de 40 000 mètres cubes d'eau supplémentaire et il faut le vidanger tous les 10 ans pour en assurer l'entretien et la sécurité. Donc vous voyez que c'est un projet complètement hors de portée d'une commune comme celle de Baillargues pour des bénéfices escomptés qui sont extrêmement aléatoires. On nous a cité le chiffre que le wakeboard du bassin Jacques Coeur à Montpellier avait enregistré environ 20 000 euros de recettes sur la période d'ouverture d'avril à octobre. Donc je vois pas comment on peut financer l'entretien et la maintenance d'une telle installation avec des recettes aussi pauvres. Ça veut dire très clairement que ça sera à la charge des Baillardois. Donc ils pourront profiter d'un parc, faire du wakeboard pour ceux qui sont fanats de ce sport, mais ça fera quand même cher à la tête de pipe. Donc voilà, donc j'insiste pas sur ce point-là. Pour revenir à la question initiale de José, oui, on peut soustraire à l'inondation toute cette zone aval, donc au sud de la voie ferrée, pour pouvoir l'urbaniser. Et donc c'est ce qui a déjà été dit, c'est le marché passé avec l'agglo, on vous finance les équipements, on vous finance ce lac, on vous fait même une avance de 2 millions sur les futurs aménagements à faire à l'aval, de l'autre côté, donc ça veut dire qu'on s'endette sur ces équipements, et en échange, on maintient ce plan de développement de l'habitation que José a présenté. Voilà, merci. Donc, merci Jacques. Merci Jacques. Donc, ce que je retiens, c'est que effectivement, la réalisation de ce lac permet de modifier les surfaces inondables et donc permettra d'ici 3-4 ans d'urbaniser cette zone. Et puis, pendant ces 3 ou 4 ans, on aura fini route impériale, on aura fini les équipements, les logements que je vous évoquais sur les linières, les 200 logements qu'il y avait sur les linières. Donc, vous voyez, tout est organisé pour que tous les ans, on produise environ 200 logements. Et c'est clair, la zone sud de la voie ferrée est prévue d'être urbanisée avec cette densité-là. C'est clair. Et l'équipe sortante
ne peut pas dire ce n'est pas vrai, c'est ce qu'elle a prévu. Et il faut que les Bayargois le sachent. Donc si les Bayargois ne veulent pas ce rythme de construction, cette densité de construction, je peux vous dire, je suis un homme libre, tous les candidats qui sont ici sont libres, et ils diront aux instances politiques ce qu'ils ont à dire, ce que je dis à l'instant, c'est-à-dire pas de sang, sans logement. C'est clair ? Parce que j'entends ici ou là que je serais quelqu'un de complètement lié à l'agglomération ou au département ou autre instance. Les instances, ces instances-là, ce sont mes amis, et je peux vous dire que demain, la voix de Bayargues, si vous nous faites confiance, ne portera pas ce message-là, mais portera une urbanisation maîtrisée avec des équipements qui avancent en même temps que l'urbanisation et des équipements qui seront bien pensés. Alors, sur ce site en particulier, nous sommes allés à la rencontre des Bayargois, et les Bayargois nous ont dit, le lac on n'en veut pas, parce que on a questionné les Bayargois, on leur a dit, mais est-ce que vous pratiquez le wakeboard? Je sais pas, est-ce que vous pratiquez le wakeboard? C'est peut-être un besoin premier pour vous, le wakeboard. Et j'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup de Bayargois qui attendent cette réalisation comme le Messie. Donc, c'est clair, le lac, les Bayargois n'en veulent pas. Mais les Bayargois nous ont dit non au lac, oui au parc. Donc, écoutez les Bayargois, c'est ça, ils nous ont fait cette proposition, nous ferons un parc sur cette zone-là. Donc, le projet sur cette zone-là, il y a 3 composantes à proposer aux Bayargois. Parce que, attention, quand on dit on travaille avec les Bayargois, c'est on propose un projet et on le nourrira dans les conseils de quartier, on le nourrira, et s'il faut apporter des éléments complémentaires, on apportera des éléments complémentaires. Mais première composante, oui au parc, un parc. Parce que c'est vrai que c'est dense et les Bayargois vont se retrouver avec une plaine des sports, des sentiers pédestres, etc. Deuxième composante, il faut travailler sur l'acquis. L'acquis, c'est les centres de formation, le centre de formation des apprentis, mais aussi, je pense, aux compagnons du devoir qui sont malheureusement aujourd'hui dans des conditions déplorables. Eh bien, ce sera le moment de repositionner les compagnons du devoir, on leur proposera, on travaillera avec eux sur cette zone-là, pourquoi pas. Et puis alors, une dernière pierre, et pas des moindres, j'ai beaucoup parlé à Christian Bourquin de la nécessité de développer en ce lieu un lycée, et donc tout à l'heure Clara évoquera un peu plus la question de la réussite éducative, mais ce lycée, il faudra qu'on bataille aussi pour que ici, en ce lieu, on voit un lycée. Alors vous voyez sur la perspective, un lycée, c'est simplement une implantation à titre indicatif. Il sera là, ou peut-être plus près du giratoire, c'est pas un problème. Mais il y aura une composante lycée. Et dernière composante, Fanny Dombrocos en parlait tout à l'heure, l'emploi. L'emploi, nous avons 2 belles réalisations sur ce site, qui est la zone Green Park, zone d'implantation d'activités tertiaires, ou l'Orée du Mas. On a là 2 belles réalisations avec une architecture travaillée, soignée. Eh bien, sur cette zone-là, il faudra qu'on implante aussi de l'activité tertiaire le long de la voie ferrée. En plus, c'est intéressant parce que ça crée des écrans acoustiques pour pas cher. Et donc, voilà aussi la 3e composante de ce projet qu'on confiera à Jacques, puisqu'il y a aussi lié, vous l'avez compris, lié intimement une difficulté hydraulique et pour développer ce programme. Donc, voici pour le programme du parc. Donc la diapositive suivante. Donc, cette zone-là, eh bien, Fanny disait tout à l'heure, l'urbanisme durable, c'est penser à 20-30 ans les limites durables de l'urbanisation. Et nous avons une expression naturelle, c'est-à-dire la garrigue au nord, la plaine agricole au sud de Bayargues. Donc là, on est sur une plaine agricole. Eh bien, ces limites, il va falloir les constituer durablement avec les Bayargois et ne pas créer ce que disait tout à l'heure Fanny, c'est-à-dire l'étalement urbain. Et cette plaine agricole est une véritable richesse. Et il faudra qu'on soutienne cette production, il faudra qu'on constitue des filières. On va notamment, par exemple,
créer un marché paysan. Donc, aujourd'hui, comme c'est bizarre, l'équipe sortante, après 13 ans, se réveille. Un marché. Il faut faire un marché, Martinez, il a dit, on va vite faire un marché. Mais 13 ans, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant, ce marché? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant? On est à près de 7000 habitants et nous n'avons pas de marché à Baillargues, alors que nos voisins Saint-Brest à côté ont déjà un marché qui se constitue. On fera un marché, on ne se mettra pas en concurrence avec nos voisins, et j'ai travaillé notamment avec René Lopez sur cette offre qu'on développera. Le dimanche matin, c'est un jour qui peut être intéressant à développer. Le dimanche matin, on développera un marché, on mettra en place un marché, et l'été, on lui donnera même un aspect festif autour de ces circuits courts, parce que c'est vraiment ça le sujet, les circuits courts, on le constituera en nocturne. Sur le soutien à cette économie locale, également, les produits agricoles locaux, si on s'organise correctement, notamment avec la production de repas pour les cantines, ça veut dire que, attention, il faut que sur les marchés de production centraux, il faut qu'on puisse développer des lots accessibles aux producteurs locaux. Ça demande un travail précis, parce que, l'achat public, c'est la concurrence, la pleine concurrence. Mais je peux vous dire aussi que là, au sein de l'équipe J'aime Baillargues, on a aussi des compétences qui vont travailler sur ces sujets-là. Donc, maintenant, je vais passer donc la parole à Dany sur la question de la circulation et du déplacement. Et Dany, tu vas nous parler peut-être du cadre des grandes infrastructures, mais aussi de la circulation à l'intérieur du village. Dany, merci. Bonsoir. Donc, effectivement, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai conseillé de nombreuses communes dans le cadre de l'élaboration de plans de circulation, de plans de déplacement. C'est l'objet aussi, c'est aussi pour ça que José m'a contacté, parce que habitant à Baillargues, en tant que baillargoise, mère de 2 jeunes enfants, je suis confrontée dans mon quotidien aux difficultés de déplacement quand je suis à pied, en poussette, et je ne parle même pas des personnes à mobilité réduite, des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a un aménagement de l'espace public, des voiries, des trottoirs qui ne répondent pas aux besoins de déplacement qu'on peut avoir dans un village où beaucoup de déplacements peuvent se faire à pied ou en vélo. Donc cette situation affligeante me conduit à me dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Il n'y a pas de fatalité. J'entends dire que le centre-village et les rues sont trop étroites, on ne peut rien faire. Non, il y a des aménagements qui peuvent être réalisés, même dans des rues étroites. On peut faire des pistes cyclables là où les largeurs de chaussée sont suffisamment larges pour mettre des aménagements dédiés. Donc il n'y a pas de fatalité, et aujourd'hui, force est de constater qu'à Baillargues, il y a une situation de laisser-faire. Il y a une situation de laisser-faire qui est inquiétante quand on a vu tout à l'heure les perspectives en termes d'urbanisation. La carte coopérative, 250 logements, c'est 200 voitures qui vont arriver aux heures de pointe sur la route impériale, sur la RN 113. On a vu qu'il y a une opération qui est prévue au nord du village, dans le secteur des Linières, 250 logements. C'est autant de voitures aux heures de pointe qui vont ruisseler finalement à travers les petites rues, à travers la rue du Mas-de-Roux, le chemin des Linières, pour regagner l'autoroute et la RN 113. Donc, face à cette urbanisation, il faut avoir une vraie stratégie sur les déplacements, sur la circulation, mais sur les déplacements. Et dans le cadre donc de notre travail, du travail qu'on a effectué au sein de la liste J'aime Baillargues, on a voulu vraiment mettre en place un programme global, un plan de déplacement qui se fixe 2 objectifs: la sécurité des piétons, des cyclistes, des modes doux, comme on les appelle, et l'accessibilité à l'espace public. Il faut que l'espace public soit accessible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc autour de ce schéma de déplacement, il y a 4 principales mesures.
On créera un réseau de cheminement piétons et cyclables qui maillera l'ensemble du territoire de la commune. Donc ce sera des cheminements piétons et cyclables sécurisés, donc des pistes sécurisées, et notamment il y aura une grande voie verte qui partira de la gare, du pôle d'échange multimodal, qui empruntera la rue Paul Cézanne pour regagner le cœur village, et continuera via le mail Gaston Bessette qui sera réaménagé en voie verte et permettra donc cette voie verte permettra donc finalement de traverser le village du nord au sud sans rencontrer de voitures, quoi. Donc c'est vraiment un élément fort de ce plan de déplacement qu'est cette voie verte qui traversera le centre-village. Mais ce n'est pas tout. Il faudra également, là où on ne peut pas faire de pistes cyclables sécurisées, il faudra, notamment dans le cœur de village, près des écoles, rue des écoles, rue de la Chicane, rue de la République, là où finalement le centre ancien, historique, et les rues sont étroites et on ne peut pas faire des aménagements dédiés. Il y a des aménagements qui permettent ce qu'on appelle le partage de la voirie. On est sur des aménagements entre la zone 30 et la zone piétonne où on conditionne les voitures à rouler à vitesse très réduite, de l'ordre de 20 km/h, et on est sur un espace où les piétons et les cyclistes ont la priorité. Donc l'idée, c'est pas de faire une piste, un trottoir de 20 cm, une chaussée de 3 mètres et un petit trottoir de 20 cm parce qu'il n'y a pas la place. C'est vraiment de travailler dans ce cœur de village où tout à chacun on a besoin d'accéder pour aller à l'école, pour aller à la boulangerie, pour aller faire vaquer à ses activités, d'avoir un vrai partage de l'espace public. Ça, c'est vraiment la priorité du plan de déplacement sur lequel nous souhaitons travailler si nous sommes élus. Il faudra bien évidemment travailler également sur donc là on voit une image effectivement de la rue Paul Cézanne qui est aujourd'hui une rue qui subit un trafic de transit intercommunal, puisque les bouchons de la RN 113, et j'y reviendrai tout à l'heure, conduisent donc certains à essayer de les éviter en traversant la rue Paul Cézanne. Donc la rue Paul Cézanne sera un des axes qui sera réaménagé dans le cadre de ce plan de circulation. Donc il sera réaménagé dans le sens entrant, comme on peut le voir sur cette image, pour pouvoir, réaménagé dans le sens entrant, mis sur une seule voie de circulation, pour pouvoir dégager de la place pour faire cette voie verte, donc ces larges espaces pour les piétons et les cyclistes. La contrepartie de ça, donc de supprimer une voie de circulation sur la rue Paul Cézanne, c'est de créer une voie de contournement, puisqu'il faut quand même que les gens qui habitent au nord, faciliter les transits interquartiers, donc les gens qui habitent au Fenouillet, qui regagnent le rond-point de la zone de la Liste. Il faudra donc créer une voie de contournement routière qui partira, qui sera le prolongement de la rue Jean Moulin et qui viendra rejoindre la route de Castries, le rond-point de la route de Castries, et ensuite aller jusqu'au giratoire de Philippe Lamour. Donc c'est la contrepartie effectivement de la mise à sens unique de la rue Paul Cézanne. En termes d'infrastructure, je vais revenir tout à l'heure sur la RN 113 qui fait partie du plan de circulation, mais un plan de déplacement ne serait pas complet si on ne réfléchissait pas sur l'offre de transport public. Aujourd'hui, on a une belle opération qu'a réalisée la région en mettant Baillargues à 8 minutes de la ville-centre. C'est une opération qui contribue à l'attractivité de Baillargues. En tant que maire, en tant que
commune, ce qu'il aurait fallu faire, c'est améliorer l'accessibilité des Bayargois à ce pôle d'échange multimodal. Aujourd'hui, on a un bus qui part du centre-village vers le golf une fois le matin et une fois le soir. Notre projet, c'est de créer une navette qui desservira finement les quartiers de Bayargues vers le pôle d'échange multimodal. C'est une des compétences du maire qui peut relayer au sein de la communauté d'agglomération qui organise les transports urbains. Donc ça, c'est la complémentarité qu'on peut avoir entre l'offre de transport public et le plan de déplacement piéton-vélo pour désengorger également le centre-village. Et le dernier dossier qui fait partie du plan de déplacement, mais que j'ai volontairement mis à la fin, c'est évidemment la déviation de la RN 113. C'est un dossier emblématique. J'ai entendu dire dans le cadre de cette campagne un candidat dire que la déviation de la RN 113 était faite, que c'était financé et que il fallait pas réfléchir sur le plan de circulation puisque la déviation était actée. Non, je crois que M. Vézinet l'a rappelé tout à l'heure, la déviation de la RN 113 n'est pas un dossier qui est bouclé. Il faudra toute la connaissance fine et l'expertise et les partenariats de l'équipe GEM Bayargues pour monter ce dossier et le réaliser. Mais nous n'allons pas attendre la déviation de la RN 113 pour travailler sur le plan de déplacement interne du cœur de village. Et c'est ce que vous devez retenir ce soir. Nous engageons à vous présenter, si nous sommes élus, les premiers travaux sur le plan de déplacement avant la fin de l'année 2014, parce qu'il ne faut pas attendre que la déviation se fasse pour réaliser, pour travailler sur les cheminements piétons, les cheminements cyclistes, et l'organisation des déplacements au cœur du village. Merci Dani. Citoyen, c'est ça? Donc, merci Dani pour ce développement sur les grandes infrastructures, mais aussi pour la sécurité des déplacements en interne, trop longtemps oublié sur notre commune. Et je veux quand même rajouter à ce que Dani a dit, c'est que la rue Paul Cézanne, c'est une proposition, mais cette proposition sera soumise aux habitants du quartier et il est encore possible de l'amender, d'enrichir cette proposition, parce que je me souviens de l'apéritif de quartier que nous avons eu sur la rue Paul Cézanne, où certains habitants me disaient mais attendez, c'est peut-être un sens interdit, enfin je veux dire un sens unique, c'est peut-être délicat après pour entrer chez nous. Il n'y a aucun souci. Fanny d'Ombrecoste disait tout à l'heure tout le travail que j'ai pu réaliser sur le tramway. On sera en conversation et s'il faut faire évoluer ces solutions, on les fera évoluer en tout état de cause. Encore une fois, aujourd'hui, on vous dit, l'équipe sortante dit, mais on va aménager la rue Paul Cézanne. Ça fait 13 ans qu'ils vous disent ça. Et la rue Paul Cézanne, elle est toujours là. Moi, je peux vous dire un truc, déjà, Dani a montré les plans, déjà on a une idée précise et une architecture précise de ce que l'on veut faire au centre de Bayargues. Au cœur de Bayargues, on sait ce qu'on veut faire, cette liaison verte. Et ça, ce n'est pas, disons, du saupoudrage, une petite barrière par là, un ralentisseur par ici, au passage illégal, parce qu'il n'est pas du tout dans les normes. Eh bien, ça, il faut complètement arrêter. La segmentation de la voirie, où on met une barrière à 80 cm du mur, et finalement, c'est pire, parce que une maman en poussette, elle ne peut pas passer entre la barrière et le mur. Donc finalement, on la retrouve sur la chaussée. Ce bricolage-là, grâce à Dani et grâce à l'équipe autour d'elle, je peux vous dire que c'est fini. Chaque denier public, chaque euro sera étudié et il faudra qu'il aille dans le sens d'une architecture générale. C'est toute la différence entre des bricoleurs et des gens qui ont une idée, une architecture générale. C'est ça la différence. Alors
Dani, je me suis dit, tu viens, mais tu vas avoir du boulot. Tu vas avoir du boulot parce que vraiment, il y a du chemin à faire. Et donc, on peut faire confiance à Dani. Donc, troisième sillon que nous allons tracer sur Bayargues, et c'est certainement le plus important, c'est-à-dire, c'est l'humain. Bayargues, ville citoyenne. Eh bien, c'est un peu comme je disais en début d'intervention, nous vous avons proposé de prendre la parole, et vous avez pris la parole, et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Donc, je vais appeler, alors, le premier élément sur la vie citoyenne, c'est la réussite éducative. C'est-à-dire, nos enfants, la réussite éducative de nos enfants. Donc, Clara Malo, qui est architecte, qui a l'habitude de travailler en mode projet, en tant qu'architecte, mais aussi une mère de famille. Et donc, Clara, merci de venir nous rejoindre. Donc, Clara, première intervenante. Et également une autre personne, on verra sur la question de la politique associative, donc René Lopez, qui va nous rejoindre. Et qui, René, bravo René, parce qu'il fait un travail, René, attendez, vraiment, un temps d'arrêt sur René, parce que René, il fait un travail pour l'équipe incroyable. C'est l'homme de la logistique, il est incroyable. Il faut qu'il tire. Alors, autour de René et de Clara, ça va les chevilles, c'est bon? Voilà. Non mais, attendez, moi, les gens de l'équipe le savent, moi je suis quelqu'un qui dort très peu. Je suis constitué comme ça, je dors pas. Et donc du coup, que je fais, je travaille. Donc je travaille pour l'équipe. Et là, René, je crois que ces derniers temps, il m'a battu. Après, il est un peu énervé quand même, hein. Il est un peu énervé de temps en temps, mais c'est le caractère de René, et c'est vraiment un grand honneur pour moi de travailler aussi avec lui. Donc, Clara, si tu veux bien développer. Alors, ah oui, pardon, l'équipe. Voilà, autour de René et de Clara, voilà, on va appeler Morgan Simard. Des nouveaux venus à Bayargues. On va appeler Zahira Duhamel. Voilà. Il y aura un festival de salsa à Bayargues. Il y aura un festival de salsa. Voilà, Michel Amourou, bien connu aussi. Alors, Michel Amourou, je veux faire une intervention également pour Michel, parce qu'elle fait un travail avec moi dans l'opposition, et notamment sur la question de la solidarité. C'est vraiment pas évident pour elle, mais elle a une présence incroyable aussi tout au long du mandat. 6 ans de mandat, eh bien, elle a été présente, et bon, ça serait trop long même de dire tout ce que tu as pu faire pendant tout ce mandat sur Bayargues, sur la question de la solidarité. On n'a pas fini, on en était donc à Michel Amourou. François Moura, je ne sais pas s'il est là, voilà, très bien. Denis Daous, voilà. Et là, Denis. Ah, voilà, Denis, pardon, excusez-moi. Et puis le dernier, Bernard Tuech, habitant des Golfs. Voilà. Ils vont vous parler de Bayargues, ville citoyenne. À toi. Pour la réussite éducative. Donc on va commencer par la réussite éducative, parce que nous avons des ambitions et nous avons du travail à faire. Vous avez peut-être trouvé dans votre boîte aux lettres un tract qui annonçait que la mairie, pour les enfants, donne 15 000 € par an et par enfant pour une place en crèche. Je signalerai à tout hasard qu'il y avait une crèche associative à Bayargues, qui a eu 27 ans d'existence, qui a été montée par un collectif de citoyens qui s'est battu pour avoir une maison au milieu d'un petit bois qui était au centre du village. Et cette crèche associative accueillait, avait 16, on appelle ça des berceaux, 16 berceaux, donc 16 temps pleins pour des enfants, ce qui concerne en général 20-25 enfants selon ceux qui sont accueillis. La crèche associative demandait à la ville une subvention de 22 à 25 millions d'euros, 22 à 25 000 €, excusez-moi. La ville a trouvé que ça coûtait trop cher. C'était pas 22 000 € par enfant, hein, c'est 22 000 € pour la crèche. La crèche, c'était 7 emplois sur la commune, des emplois de Bayargois. On peut se demander ce qui a motivé l'équipe à
fermer cette crèche, on va dire. D'autant que les gens qui sont venus nous annoncer la fermeture de la crèche avaient été bien contents de la trouver pour y mettre leurs enfants. Hein? Donc on ne fait pas de la politique. On fait pas de la politique pour ses enfants et pour ses copains, on fait de la politique pour un village. Et un village a besoin d'une offre éducative qui se développe de la petite enfance au lycée. C'est notre ambition pour Bayargues. Donc au sujet de la petite enfance, il y aura une crèche familiale qui sera développée pour multiplier en fait les possibilités pour les parents bayargois, parce que c'est une grande difficulté de pouvoir retrouver du travail ou le conserver quand on a des enfants. Et il n'est pas normal que les femmes aient besoin d'arrêter leur carrière ou de rester à la maison si elles souhaitent continuer à travailler.